vraiment permettre d'accompagner votre croissance. Ce webinaire est enregistré, ce qui permettra, si vous souhaitez en tout cas, et peut-être pour certains retardataires, de pouvoir regarder le début. Je tiens déjà à remercier Beau Médical avec Olivier et Zura, notre partenaire, pour leur contribution à ce webinaire. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc merci à vous. Ça me permet de faire une transition du coup sur les intervenants de cette session de ce matin. Donc je vais commencer. Donc moi, Christophe Marie-Magdeleine, je suis business manager chez EasyFront Consulting. Je serai accompagné notamment de Brian. Brian, si je te laisse peut-être donner 2-3 mots pour te présenter. Oui, donc je suis consultant depuis quelques années chez EasyFront Consulting et donc à l'occasion, j'ai mis en place plusieurs projets sur le processus Order to Cash, dont celui de l'implémentation Zura chez Beau Médical, sur lequel on reviendra. Super, merci Brian. Je serai accompagné également d'Olivier Busneau côté Zura. Olivier, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, Olivier Busneau. J'ai la chance de diriger les équipes avant-vente chez Zura pour l'Europe du Sud. Chez Zura depuis un peu plus de 6 ans maintenant, où j'ai accompagné pas mal de clients dans de très très nombreux secteurs d'activité. Je vous parle de ça dans une minute, à transitionner vers le business de l'abonnement. Merci Olivier. Et enfin, le deuxième Olivier Courtin cette fois-ci côté Beau Médical. Exactement. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc de mon côté, j'ai principalement exercé donc dans le monde du télécom, dans des fonctions corporate et opérationnelles, principalement au sein d'Orange Belgium. J'ai travaillé en tant que CFO ensuite au sein d'un opérateur d'infrastructure, travaillé pendant quelques temps en tant que senior manager au sein de Deloitte en branche conseil dans la practice ERS, et depuis maintenant, depuis 2 ans en l'occurrence, j'ai rejoint donc Beau Médical, donc un projet, un très beau projet en plein développement et à structurer. Voilà, merci pour les speakers. Donc on aura un peu moins de 45 minutes. On va essayer d'être, je vais avoir le rôle de timekeeper notamment, et on va essayer d'être assez sharp sur la session. Donc rapidement, je vais faire une introduction sur EasyFront Consulting, assez brève. L'idée c'était tout le monde autour de la table ne nous connaît pas forcément. Donc rapidement vous donner quelques métriques. Ensuite je passerai la main à Olivier Busneau sur le coup, sur la partie subscription economy. Ensuite ce sera l'autre Olivier qui interviendra sur la présentation de Beau Médical et des problématiques qu'ils ont rencontrées autour de l'abonnement justement. Ensuite, ce sera au tour de Brian qui nous parlera de manière un peu plus opérationnelle sur comment mettre en place justement un projet autour de l'abonnement. Et sur le time qui nous reste, du coup, on aura une petite session de questions-réponses. Voilà pour l'agenda. Donc rapidement, EasyFront Consulting, qui nous sommes. Donc nous ne sommes pas qu'un organisateur de webinaires, vous l'aurez compris, on est avant tout expert de Salesforce, donc toute la partie CRM. Donc Salesforce, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens connaissent. C'est un éditeur leader sur la partie CRM, mais pas que. C'est une vraie plateforme. Donc on est partenaire depuis 2014. Ça veut dire quoi en termes de métriques? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est à plus de 150 projets réussis. Alors des projets, c'est de toute taille, aussi bien des petits projets que des gros projets. On est une force de frappe aujourd'hui de plus de 60 consultants, tous certifiés sur différents clouds. Salesforce, comme vous le savez, est une plateforme avec plusieurs clouds. On est aussi également certifié sur la partie, ce qu'on appelle ISV, dont la partie Zura, ce qui est un de nos partenaires stratégiques. Parce que c'est vrai que nous, depuis quasiment la création de EasyFront, on s'est rendu compte que nos clients avaient une grosse problématique autour de l'abonnement. Et d'où le fait qu'on ait noué un partenaire très rapidement avec Zura, qui aujourd'hui est le leader sur cette problématique-là. Et donc, on a développé toute une practice dont Brian fait partie et d'autres consultants justement sur les logiques de CPQ et de billing surtout. Et ce qui nous a permis d'avoir tout un panel de clients sur lesquels on est intervenu ou continue d'intervenir sur la partie Zura. Donc, vous pouvez les voir dans le petit encadré sur la droite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des tailles de comptes, aussi bien des petits comptes que des très grands comptes, et sur tout type de secteur. Donc, on se rend compte que la problématique de l'abonnement touche un peu tout le monde. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vais te passer la main, Olivier, pour que tu puisses rentrer dans le vif du sujet de l'abonnement. Avec plaisir. Donc, me revient la lourde charge de vous expliquer en quelques minutes l'économie de l'abonnement. Allons-y tout de suite. Donc, on va rester vraiment très généraliste. Olivier vous parlera du domaine du médical en particulier. Je voulais revenir sur des éléments fondamentaux. En fait, l'économie de l'abonnement, tout le monde en entend parler. Il y a vraiment un footprint qui est
très B2C, comme on dirait, c'est-à-dire que tout le monde dans notre vie quotidienne, on a des abonnements à des Netflix, à des Spotify, etc. J'en passe et des meilleurs. Ce n'est pas que ça. Je voulais revenir vraiment sur le fait que l'économie de l'abonnement est un modèle économique qui fonctionne, qui est basé sur le fait d'arrêter de considérer qu'on a un service à produire, des biens de consommation à délivrer à la sortie de l'usine, et que l'objectif des commerciaux, c'est d'en vendre le plus possible pour faire de la rentabilité. Ça, c'est l'économie, on va dire, non souscriptive. C'est ce qu'on voit dans les produits manufacturiers. On n'a rien contre. Simplement, en complément, l'économie de l'abonnement propose de prendre le problème à l'inverse et de voir le consommateur final, le bénéficiaire des services, comme étant au centre de tout. Donc du coup, le rôle du fournisseur de services, le rôle du vendeur de services va être d'offrir le service le plus impeccable possible pour aller complètement changer le paradigme, finalement, pour aller considérer que la rentabilité du service, elle est faite en considérant que le service doit être impeccable, et qu'on va essayer d'augmenter ce qu'on appelle en anglais la Customer Lifetime Value, c'est-à-dire plus on va garder le client longtemps, plus quelque part on va faire rentrer d'argent, plutôt que de dire je lui vends le plus possible, et puis on verra après au niveau du renouvellement ou au niveau des prochaines caisses de savon qu'il va acheter. Donc l'économie de l'abonnement, c'est un changement complet en fait dans l'organisation. On y reviendra dans un instant. Et je voulais rappeler également que c'était un modèle qui était adoré par les directions financières, parce que c'est un modèle qui est hautement prédictible. Olivier pourra nous en parler dans un instant. C'est un modèle qui est prédictible parce que les clients s'engagent ou pas. En tout cas, s'engagent à bénéficier du service et donc quelque part à vous payer, à être facturé pendant un certain temps. S'ils ne s'engagent pas, on va dire que c'est relativement tacite. Donc, il faut avoir un service impeccable pour que ce soit renouvelé tacitement. Et en tout cas, sauf accident, on peut considérer qu'il va y avoir du revenu qui va rentrer dans l'avenir. Versus, voilà, j'ai décaissé un certain nombre de boîtes de savon, pour reprendre cet exemple. Maintenant, il faut que je continue, et donc la logique est complètement différente. C'est une différenciation stratégique. Olivier, encore une fois, pourra nous en parler, parce qu'on équipe beaucoup d'éditeurs de logiciels dans tous les secteurs qui ont fait la transition du logiciel on-premise, licence perpétuelle, avec 20% de maintenance annuelle, vers un business model de type serviciel, donc ce qu'on appelle du SaaS de manière générale. C'est une différenciation stratégique, tout simplement parce que le client s'y retrouve et bénéficie d'un service qui est d'une autre qualité. Ça permet de maximiser les revenus. Oui, le SaaS va coûter plus cher pour le client final, tout simplement parce que le service est bien meilleur, et qu'en général, ça embarque des services additionnels de type maintenance, de type des CSM qui vont aller s'occuper du client pour le cas des éditeurs de logiciels. Et puis, ça favorise la distribution, on va dire, omnichannel, puisque le client étant au cœur de tout, eh bien, son confort, son NPS, sa satisfaction est au cœur des préoccupations. Un petit mot sur des métriques financières. Donc, on a un index, nous, chez Zura, on fait ça depuis une quinzaine d'années, l'économie de l'abonnement. On l'opère en tant que solution d'order to cash, de facturation, etc. Donc, on a créé un index qui nous permet de montrer, c'est sur la partie gauche de votre écran, en fait, la croissance des sociétés qui sont passées au récurrent, au pay-per-use, à de l'abonnement, donc toutes les formes de consommation flexible qu'on va pouvoir mettre sous le couvert d'économie de l'abonnement, ont une croissance qui est bien supérieure aux sociétés dites standards, basées sur du transactionnel. Et puis, un élément vraiment super important, pendant la phase de Covid, donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a commencé à lancer un index particulier pour aller regarder parmi nos clients. Donc, nous, on a à peu près 1200 clients dont on gère à peu près 100% de la facturation, c'est-à-dire qu'on est vraiment très bien placé pour regarder ce qui se passe d'un point de vue croissance, accélération, PNL au niveau des clients. Donc, on a commencé à regarder sur environ 700 clients les plus représentatifs dans différents secteurs, quel était l'impact en fait de cette crise sanitaire. Eh bien, on s'est rendu compte avec, c'est vrai, une petite surprise que OK, on a des clients dont la croissance baisse, voire se dégrade fortement. Je prends souvent l'exemple des abonnements à une salle de gym. Les salles de gym étant fermées par la loi, évidemment, il n'y a pas de nouveaux abonnements. Donc, l'onboarding des clients ne peut pas se faire, donc la croissance réduit, évidemment. Pour beaucoup d'autres secteurs d'activité, en fait, ça a eu très peu d'impact. Un petit 50% des clients n'ont vu strictement aucun impact. Et de manière peut-être plus surprenante, on a vu un 5e de nos clients qui ont une croissance accélérée. Et dedans, je vais mettre, simplement pour l'exemple, des médias qui ont su réagir en faisant des offres spéciales Covid pour un petit peu moins cher, en ciblant sur l'actualité principale, ou en arrêtant de faire payer un abonnement pour la presse papier, par exemple, si je reste dans les médias, en disant on ne peut pas vous servir votre journal quotidien tous les matins dans la boîte aux lettres, donc on va suspendre l'abonnement, quitte à prolonger un petit peu la durée de vie de cet abonnement. Donc, ils ont eu l'intelligence en fait commerciale et la flexibilité de dire aux clients de manière proactive, on ne va pas le faire. C'est
est arrivé dans les assurances auto, par exemple, les gens étant bloqués chez eux. Il y a des assureurs automobiles qui ont bloqué tout ça. Bref, des gestes commerciaux qui ont permis d'accélérer la croissance, parce que de nouveaux clients se sont dit, tiens, cette société, elle est innovante, elle est flexible, elle est agile, autant aller chez eux que chez la concurrence. Donc, beaucoup de choses à retirer. Et puis, le new normal, comme on le dit souvent, c'est-à-dire l'après-Covid, qui arrive bientôt, comme on le sait tous, eh bien, on va tous en prendre, en fait, les enseignements. 3 mots sur Zuora. Je vous ai dit, on a un gros millier de clients. Ça fait 14 ans, 15 ans qu'on existe. On a été créé SaaS Cloud native, c'est-à-dire que depuis le jour 1, nous-mêmes, nous sommes un éditeur de SaaS et on équipe en fait avec une solution de monétisation agile, d'order to cash, un certain nombre de clients. Je voulais simplement préciser que, alors j'ai parlé en premier lieu des éditeurs de logiciels qui se sont tournés vers le SaaS il y a une quinzaine d'années, et il y en a encore pas mal à migrer, évidemment. Mais c'est devenu, on va dire, quelque chose d'un petit peu normal dans le monde des éditeurs de logiciels. Les médias, j'en ai parlé également. De manière un petit peu plus curieuse, le monde des utilities, de la fourniture du gaz, de l'électricité, de ce qui peut se passer au niveau des services additionnels, c'est un monde qui fait de l'abonnement depuis toujours, mais qui a besoin de se renouveler, parce que là, c'était vraiment un manque de flexibilité. Beaucoup font appel à nous aujourd'hui. Le monde de l'automobile s'est réinventé avec les voitures connectées. Avant, leur job était de vendre des voitures au travers de réseaux de concessionnaires. Maintenant, il faut offrir un service, y compris de conduite, mais aussi les zones à risque qui apparaissent sur votre cartographie, qui elle-même est connectée et qui est donc toujours à jour dans une voiture. Les voitures étant connectées, on sert le client et pas simplement pour leur vendre le moteur, la tôle et l'expérience on va dire marketing, mais vraiment l'utilisation du véhicule, lui-même étant du coup quelque part un petit peu commoditisé. Donc c'est vraiment l'expérience de conduite qu'on vend, et on la vend directement au consommateur final. Le manufacturing est en train de changer également, avec des initiatives de type machine as a service, ou bien sûr de la maintenance prédictive. J'essaie de donner pas mal de use cases parce que je vois qu'il y a pas mal de gens d'horizons divers dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Le retail, le CPG est en train de changer. Donc, les grandes marques changent complètement leur système de réseau de distribution. Et puis, le petit dernier, en fait, sur lequel on intervient beaucoup en ce moment, c'est le monde des services financiers, donc de la banque, de l'assurance, des mutuelles, puisqu'ils font déjà la fourniture de services aux clients finaux, encore une fois, que ce soit du corporate en B2B, que ce soit pour des consommateurs finaux comme nous le sommes tous. En fait, en tant que consommateur d'un service assurantiel ou financier, on a besoin d'avoir des services additionnels, on a besoin de réinventer en fait l'expérience. Et pour simplement donner un exemple, beaucoup de néobanques sont en train de rafler en fait les parts de marché, tout simplement parce qu'elles sont moins chères, plus flexibles, qu'elles offrent des services qui sont vraiment à la carte. Je pourrais en parler très longtemps, mais on a envie de se focaliser aujourd'hui. Je vais prendre une dernière petite minute sur le chemin pour aller vers l'économie de l'abonnement, vers la transition, vers des nouveaux business models, changer son rapport à ses clients, à ses produits, son rapport financier en fait à ce marché. C'est un chemin, donc il ne faut pas se mentir. Bien souvent, on commence par lancer une spin-off, lancer une business unit dite d'innovation. Beaucoup de grands groupes nous demandent d'ailleurs d'équiper ce genre de démarche. Et puis parfois, c'est une société qui démarre. Parfois, c'est, Olivier nous en parlera, un rachat de société qui permet de se dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment finalement de réinventer un petit peu? Dans tous les cas, pour devenir le leader sur un marché, il faut être passé par cette transition qui passe par optimiser, je ne parle pas de système d'information, je parle d'optimiser son business model opérationnel pour être capable d'aller atteindre la scalabilité. Je vais prendre un exemple. Alors je vais pas parler de biomédical parce qu'Olivier va prendre la parole dans 30 secondes, mais je vais prendre l'exemple de Doctolib, par exemple, qu'on est ravi d'équiper depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire avant qu'ils fassent leur énorme croissance. Il y a eu une optimisation, c'est là qu'on est rentré chez eux. Il y a eu des rachats de concurrents, donc des merges intéressants pour le marché. Il y a eu des extensions à l'international. Il y a eu le passage au B2B et de la diversification qui vient sur le chemin. Maintenant, Doctolib est devenu un mot concept. C'est donc très clairement un leader sur ce marché qu'ils ont été capables de créer et de capter et de fédérer autour d'eux. Et voilà, c'est vraiment le genre de belles histoires qu'on aime raconter, parce que c'est ça notre but en fait, c'est d'accompagner avec la même plateforme depuis le premier jour des initiatives qui vont croître. Voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon un petit peu rapide et de focaliser peut-être plus sur le côté transitionnel. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Courtin, qui va nous raconter son histoire à lui. Écoute, merci beaucoup Olivier pour cette introduction très très intéressante sur le monde de l'économie de la souscription.
Alors, pour en venir effectivement à Beaumédical, c'est un acteur qui est un éditeur de logiciels, qui est spécialiste des soins critiques depuis maintenant un peu plus de 20 ans. La société est basée à Amiens, créée en septembre 1999 par un ingénieur biomédical, Serge Largillière pour le nommer, et elle est assez rapidement devenue un acteur majeur du monde de l'anesthésie médicale à travers sa suite logicielle Diane, qui est aujourd'hui déployée dans plus de 2700 salles d'opération en France. Alors historiquement plutôt focalisé sur le métier de l'anesthésie, comme je le disais, mais la suite s'est progressivement étoffée vers les soins intensifs et la réanimation, ainsi que vers l'obstétrique et la gynécologie. En 2018, la société a amorcé un virage et elle est passée sous le contrôle d'un fonds d'investissement qui s'appelle Extense, et un fonds d'investissement en très fort développement. Et depuis 2014, ce fonds est devenu le fonds d'investissement de référence qui est dédié aux éditeurs de logiciels de santé. Donc, le fonds investit dans des structures qui sont en forte croissance, à fort potentiel, et fait tout pour les accompagner de façon à leur permettre de devenir à terme un leader dans leur segment respectif. Et donc, la prise de contrôle de Beaumédical, elle s'est réalisée avec une ambition, c'est celle d'amener la société à devenir le leader européen du parcours de soins critiques, qui inclut également la gestion des urgences et la gestion des blocs opératoires sur lesquels nous ne sommes pas encore présents. Alors, au niveau de nos différentes briques logicielles, on a une suite aujourd'hui qui se déploie en différents modules qui permet de couvrir un large champ du parcours de soins critiques, à la fois Diane Anesthésie, qui gère aujourd'hui la totalité des informations relatives aux patients, que ce soit avant, pendant ou après l'anesthésie, et permet ainsi de réaliser les principales fonctions d'une feuille informatisée d'anesthésie. La brique Diane Réa, qui, elle, propose un moteur de prescription, un plan de soins marqué CE et un dossier patient complet qui s'adresse donc là aussi à tous les intervenants de la réanimation, qui peuvent être assez larges, à la fois des infirmières, des diététiciens, des kinés, qui peuvent rentrer, je dirais, dans la problématique de Réa. Elle est utilisée aujourd'hui dans la gestion de 643 lits de Réa, de toute criticité. Et donc notre logiciel récupère donc des données à la fois de biologie, de pharmacie, de microbiologie. Pour donner juste un chiffre, un patient, c'est environ 8000 données qualitatives ou numériques qui sont générées quotidiennement par l'applicatif. Ensuite, le volet obstétrique qui, lui, est donc dédié au suivi obstétrical depuis la déclaration de grossesse jusqu'à la naissance et qui permet ainsi donc d'assurer le suivi gynécologique des femmes, suivi des grossesses, accouchement, du postpartum jusqu'au suivi du nouveau-né. Et la dernière brique que nous avons mis en place est la brique Ambucare qui, elle, apporte une solution à une demande qui est de plus en plus importante au sein des centres hospitaliers et des établissements privés, qui concerne la prise en charge en dehors des murs de l'hôpital pour de nombreuses pathologies médicales et chirurgicales. Dans le cas, je dirais, de notre activité, nous avons à la fois différents partenaires qui peuvent être à la fois des distributeurs. Je pense notamment à Dräger et à Mencare Solutions. Dräger, aujourd'hui, est l'un des acteurs majeurs dans les domaines des technologies médicales et de la sécurité. C'est une société qui a un peu plus d'un siècle d'existence et sa division médicale produit surtout du matériel médical, du matériel pour la respiration. On a vu malheureusement beaucoup, et tant mieux pour Dräger, des respirateurs qui ont été effectivement mis à disposition dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons vécue. Ils vendent naturellement aussi des équipements de protection, des technologies aussi non invasives de surveillance des patients. Et aujourd'hui, ce partenaire est devenu le partenaire clé de Beaumédical dans le cadre de sa conquête en dehors de son territoire domestique. Mencare est un autre partenaire qui est aussi un éditeur de solutions digitales et qui aide là aussi les établissements publics et privés dans leur transformation digitale. Les trois derniers que vous voyez sur ce slide, donc Moebius, Logipren et Anamnes, sont plutôt des logiciels tiers que nous distribuons, nous, Beaumédical, et qui proposent et qui apportent des réponses à des problématiques plus spécifiques sur le monde médical. Moebius, par exemple, propose une brique logicielle qui permet aux anesthésistes d'être beaucoup plus centrés sur la gestion des risques. Cette brique logicielle, aujourd'hui, totalement intégrée à Diane Anesthésie. Logipren est une plateforme communautaire, une plateforme médicale communautaire qui est dédiée donc aux professionnels des néonatologies
Elle est associée à notre brique Diane Réanimation et elle permet d'adresser les besoins en réanimation néonatologique, tels que la prescription des médicaments et la nutrition parentale. Et la dernière, Anamnèse, elle propose finalement aux professionnels de santé de réinventer la relation patient-praticien en impliquant davantage le patient et en coordonnant finalement les acteurs du système de santé autour d'un dossier médical qui est exhaustif, qu'une IA structure finalement en interrogeant les patients. Donc, ce qui fait que cette brique logicielle permet de préparer la consultation d'anesthésie médicale en ligne et offre aux médecins anesthésistes une vue synthétique de l'état de santé du patient et un diagnostic qui est de fait beaucoup plus fin de par le travail amont qui est fait par l'intelligence artificielle. Concernant, je dirais, notre panel finalement de clients, on a effectivement un nombre important aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, de clients qui nous font confiance. Pour en sortir effectivement quelques-uns du lot, sur le volet anesthésie, le CHRU de Lille, qui est client de Beaumédical depuis 2003 et qui nous fait confiance depuis cette date, qui représente plus de 109 lits aujourd'hui d'opération et d'intervention et plus de 118 lits de réveil, pardon. Les HCL de Lyon, qui sont aussi clients de Beaumédical depuis maintenant 2009 et qui ont déployé nos solutions sur l'intégralité de leur site. Le groupement Ramsay Santé, qui est aussi extrêmement connu et que nous équipons là aussi sur plus de 65 sites. Et puis plus dernièrement, pour en prendre un projet tout récent que nous avons fait en 2020, le CHU de Reims, qui nous a accordé là aussi sa confiance dans le déploiement de nos solutions. Sur le volet REA, on équipe aujourd'hui plus de 643 lits aussi, à travers différents centres, tels que notamment le centre des traitements des brûlés de Saint-Louis, qui appartient donc et qui fait partie de la PHP. Nous avons aussi à nouveau les hospices civils de Lyon, où on a aujourd'hui plus de 418 bureaux de consultation qui sont utilisés, 182 salles d'opération qui sont équipées avec nos solutions. Et à nouveau, le groupement Ramsay Santé qui fait partie là aussi, je dirais, de nos clients sur la partie intensive care. Et sur le volet obstétrique, qui est plus récent, le groupe Beaumédical, qui inclut Beau et ses filiales, propose aujourd'hui des solutions qui équipent plus de 130 hôpitaux sur les 500 aujourd'hui que nous avons en France qui disposent d'une maternité. Alors, sur la partie, sur le projet effectivement que nous avons, sur lequel nous avons travaillé, il a été nécessaire pour nous, je dirais, pour nous de structurer et d'aider à la réalisation de notre ambition en faisant face à plusieurs problématiques que nous avions à traiter. Il y a 2 ans, lors de l'arrivée d'Extense, Beaumédical, c'est une société avec une architecture IT qui est quasi inexistante sur les métiers de la DAF et qui nécessitait d'investir assez massivement sur la digitalisation des process de la DAF, dont le process Code to Cash faisait partie. Nous avions un process de facturation, je le dis toujours, qui reposait sur l'usage de Microsoft Word, c'est dire d'où on vient en termes de process, ce qui est un peu le comble pour un éditeur de logiciels, et qui était sans aucun lien avec Salesforce, qui venait juste d'être mis en place quelques mois après l'arrivée d'Extense. Et donc, problématique liée aussi donc, à des contraintes, qui étaient de se poser ces questions, comment mieux structurer et rapidement nos différents process, comment répondre à nos besoins prioritaires sur ce process, comment préparer là aussi le traitement de problématiques annexes ou secondaires. Et donc finalement, l'enjeu que nous avions, c'était à la fois de déployer une architecture qui était capable de répondre à nos problématiques actuelles, mais aussi de préparer l'avenir de Beaumédical. On ne peut pas effectivement avoir l'ambition de devenir le leader européen du parcours de soins critiques sans avoir aujourd'hui une architecture et une infrastructure qui permettent justement de soutenir la croissance qui est attendue par le fonds, à la fois, je dirais, en termes de croissance endogène, de par son marché, et aussi croissance exogène, de par les territoires que nous voulons traiter, mais aussi, je dirais, sur d'autres problématiques du parcours de soins critiques. Et donc, finalement, le choix final de Beaumédical a été à la fois de capitaliser sur Salesforce comme étant le cœur de notre architecture IT, mais aussi, et donc de construire autour de ce dernier. Et donc, sur ce point, l'expertise de Zuora, combinée à la proposition d'intégration d'EasyFront, était pour nous le meilleur moyen, en tout cas, de répondre aux enjeux et aux ambitions de Beaumédical sur les années à venir. Et donc, Brian va vous expliquer plus précisément, effectivement,
comment s'est traduit effectivement cette ambition dans le déploiement du projet au sein de Beaumédical. Oui, merci Olivier. Je rappelle, très heureux d'avoir avancé avec vous sur ce projet. Alors pour ma partie, je pense que maintenant vous comprenez plus amplement quels intérêts vous pouvez avoir à lancer un projet de souscription en termes de vision, en termes de faisabilité. Et donc là, on va rentrer dans la partie sur comment on se lance, comment on lance véritablement un projet de souscription et quels sont les tenants et les leviers qui permettent justement d'accompagner cette mise en place en termes de business model. Alors, une petite rétrospective pour commencer. Donc, nous, ça fait 7 ans qu'on met en place des solutions d'abonnement chez des clients de tout secteur, de toute taille. Sur différentes solutions, donc on est partenaire privilégié avec Zura, mais également d'autres solutions dans le cadre de notre practice Order to Cash. Donc on en a mis quelques-uns sur la capsule de gauche. On pourrait citer par exemple du Vidal, où on a accompagné justement la transition vers le digital. Du Quadient, où justement il y a des besoins de digitaliser les envois papier, et évidemment le projet Beaumédical, qui était particulièrement intéressant puisque c'était une mise en place from scratch. Donc on pourrait se demander, bon, parmi tous ces projets, quel a été le dénominateur commun en termes de méthodologie, en termes de façon de faire, qu'est-ce qui au final rassemble toutes ces mises en place ou ces évolutions vers le modèle de l'abonnement? Je dirais que c'est de façon high level 3 choses. C'est l'équipe, donc choisir la bonne équipe, on reviendra dessus. The way, donc la façon de faire, la bonne méthodologie, et l'agilité. Donc l'agilité, c'est voilà, c'est avoir la souplesse parce qu'on y reviendra, mais c'est un projet complexe. D'ailleurs, vous l'avez vu, on accompagne des entreprises qui ont des business cases assez complexes avec des revendeurs, avec la possibilité d'avoir plusieurs catalogues produits. Donc, il faut avoir une certaine agilité, une certaine flexibilité sur l'itération et donner place donc aux réflexions. Et donc, cette méthodologie-là permet en général d'assurer que votre projet de souscription sera évidemment un succès. Alors, pour commencer, évidemment, c'est une aventure qui a une prépondérante humaine avant tout. Donc, il faut évidemment choisir la bonne équipe. Ce qu'on met en avant, c'est le fait d'impliquer en premier lieu les sponsors côté client. Donc ça, aussi bien côté conseil, nous, de les impliquer, d'avoir les bonnes communications, la bonne relation, qu'en interne, évidemment, ne pas faire un projet dans son coin et essayer d'étendre au maximum en termes de sponsorship les étendues de ce projet. Donc, il y a évidemment l'entité qui est porteuse du projet. Dans le cas Beaumédical, ça a été la direction administrative et financière. Mais on a évidemment la direction générale qui doit être impliquée, la direction commerciale, qui est aussi une part importante dans le processus Order to Cash. Après les sponsors, il y a évidemment les key users. Ce que je recommanderais, c'est de choisir 2 key users, 2 champions, un plutôt côté commerce et un plutôt côté finance, à savoir que c'est les 2 pendants principaux d'un process Order to Cash. Parce qu'évidemment, il y a le côté plutôt devis, génération de devis, et puis envoi donc aux clients potentiels, et puis le volet plutôt facturation et comptable. Donc, c'est important de bien choisir ses key users, puisque le projet a une composante stratégique clé, et que donc tout projet reposera sur leurs épaules. Côté conseil, on va proposer en général en termes de MVP au minimum un project leader et un consultant senior. Pourquoi senior? Parce que je le rappelle, c'est quand même un projet stratégique qui va toucher à toutes les strates de l'entreprise. Donc, il faut évidemment être porteur d'innovation, et pour ça, il faut avoir la connaissance de ce qui marche ou ce qui ne marche pas chez des clients de même structure. Donc, une fois qu'on a choisi la bonne équipe, il faut choisir la bonne méthodologie. Donc, dans le monde actuel où les solutions SaaS ont le vent en poupe, on a des dizaines, voire des centaines de méthodologies différentes.
On parle d'agile, on parle de modèle en V. Donc, des fois, on peut être un petit peu perdu parmi toutes ces méthodologies. Alors nous, ce qu'on préconise pour ce type de projet bien précis, c'est évidemment de passer par la phase cahier des charges et puis intégration des acteurs clients. Donc ça, on n'y coupera pas. Mais Zura a mis en place une méthodologie qui s'appelle les 9 Keys et que nous avons réadapté donc aux structures comme Beaumédical. Et donc la partie prépondérante, c'est donc le petit nuage price qu'on voit à l'écran. Donc la capacité de choisir son catalogue produit, de savoir comment le pricer et répondre à la question finalement de qu'est-ce qu'on vend. Qu'est-ce qu'on vend? Et donc cette question-là, finalement, elle paraît anodine, mais ça amène de nombreuses réflexions sur comment on structure. Donc il y a le côté, on va dire, plutôt fonctionnel et qu'est-ce qu'on vend et comment on vend. Et évidemment, il y a toutes les implications techniques vis-à-vis de l'outil, comment on vend à travers l'outil et comment on va structurer techniquement ce catalogue produit. Et je vais dire que une fois que ces réflexions ont été mises en avant et répondues, eh bien, tout le reste va découler, on va dire, à peu près naturellement. Donc, une fois qu'on a défini le catalogue produit ou les catalogues produits, il va y avoir toute la phase de réflexion autour de l'acquisition des canaux clients. Donc, c'est ce qu'on a appelé Acquire. La phase bill, donc qu'est-ce qu'on veut faire en termes de facturation? Est-ce qu'on veut une facturation automatique? Est-ce qu'on veut de l'envoi papier? Est-ce qu'il y a cette ambivalence parmi notre base client existant? Ensuite, il y a la collecte. Donc, comment est-ce qu'on souhaite collecter les paiements? Et à savoir qu'il est tout à fait possible de mettre en place des bridges avec des payment gateway qui permettraient de faire des paiements en ligne, de l'ACH ou tout type de paiement électronique qui pourrait être fait de manière automatisée. Et puis, une fois que tout cet univers est mis en place, on va évidemment devoir mettre en place les réflexions en termes de plan comptable. Comment est-ce qu'on reconnaît le revenu? Comment est-ce qu'on exporte tout ce monde vers notre brique comptable? Et finalement, une fois qu'on est satisfait de cette implémentation, on va pouvoir mesurer et donc faire du reporting sur les KPI qui auront été générés. Et donc, toute cette brique, c'est quand même assez conséquent, mais ça va insuffler la synergie au projet et vous permettre justement d'avoir un projet d'abonnement réussi. Alors, je voulais juste revenir rapidement sur les problématiques qu'on peut avoir, donc particulièrement en ce moment dû au Covid-19, mais de manière générale par rapport aux problématiques externes qui peuvent avoir lieu sur les projets. Donc, le Covid-19 nous a évidemment impacté de plein fouet sur ce projet-là, mais aussi sur d'autres projets d'implémentation. Pour ne citer que quelques exemples d'impact, eh bien, on a d'abord l'impact sur les ressources humaines. Pour revenir sur le projet Beaumédical, nous avons des ressources qui n'étaient plus disponibles, dû repenser l'activité, puisque certaines personnes n'ont plus pu être là, certaines personnes étaient à 50%. Donc, évidemment, ça a un impact sur les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Et puis, ça va aussi avoir un impact sur la relation, puisque côté intégrateur, on aime bien en général rencontrer nos clients et maintenir la relation en physique. Et donc, on a dû passer sur un mode 100% distanciel, ce qui évidemment peut avoir un impact sur notre façon de faire. Donc, plutôt qu'être observateur de ces problématiques-là, on a décidé plutôt d'y remédier et à tout problème, sa solution, évidemment. Et donc, on a décidé de mettre en place une nouvelle méthodologie de travail. Pour reprendre l'exemple de Beaumédical, pour le travail en distanciel, on a multiplié les workshops, au minimum 1 par semaine. Et on a utilisé tout ce que les outils numériques nous permettent de faire aujourd'hui, donc du travail à distance qui peut parfois être même plus efficace. Je cite l'exemple de Kahoot qui permet de créer des quiz qui sont en général assez bien reçus. Mural qui permet de créer des post-it et puis d'accompagner vos séances de brainstorming.
Donc tout ça, ça va évidemment nourrir ce côté travail à distance. Ensuite, il y a tout le côté mitigation des risques. Dès qu'on peut identifier un risque comme le Covid-19, il faut évidemment rentrer dans une phase d'identification des risques liés et de rectification. Pour reprendre encore une fois l'exemple de Momédical, on a vu que justement cet impact sur les ressources humaines allait nous amener à avoir des UAT qui ont été rallongés. Et donc, pour ça, il faut évidemment avoir un plan d'action en face, où ça a été de multiplier les échanges. Et puis, finalement, on peut avoir une certaine souplesse en ayant un shift de méthodologie. En général, on va être plutôt axé sur l'efficacité et donc préconiser une méthodologie en parallèle, donc faire travailler toutes les équipes. Pour reprendre ce que je disais précédemment, on fait travailler des équipes principalement commerciales et financières. Et donc, en général, on aime bien les faire travailler en parallèle. Dans le cas de Bomédical, ça n'a pas été possible. Donc, il faut avoir la souplesse de se dire, je commence dans un premier temps à faire travailler les équipes les plus disponibles, qui étaient dans notre cas les équipes commerciales, et dans un second temps, les équipes financières, en prenant bien sûr en compte tous les impacts que ça peut avoir par la suite. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour lancer son projet d'abonnement, son projet de business model sur la subscription economy? Je vous dirais que si vous avez un projet d'abonnement, c'est d'y aller, go for it. C'est quelque chose qui va vous permettre d'étendre votre base de business model, peut-être de supporter donc une croissance à venir, et puis d'avoir une certaine efficacité opérationnelle, puisque en général, l'un ne va pas sans l'autre. On va proposer de nouveaux business models, mais les outils sont là pour accompagner vos équipes et vous permettre justement d'être plus efficace au quotidien. Donc c'est d'y aller, mais d'y aller donc avec en y réfléchissant bien. Donc il faut réfléchir aux équipes que vous sélectionnez, aussi bien en interne qu'en externe, parce que cette aventure, elle est, comme je le disais, elle est avant tout humaine. Et c'est aussi de choisir la bonne méthodologie. Ça, c'est primordial. Trop de projets, justement, n'ont pas pu voir le jour puisque ces deux étapes n'ont pas été réalisées. Et c'est aussi de ne pas avoir peur des impacts externes. Donc, on reprend l'exemple du Covid, mais ça pourrait être n'importe quoi. Les impacts externes, il y en aura toujours, mais vous l'avez vu, l'implémentation Bomédical a été un succès, puisque tous les acteurs du projet ont fait preuve de la souplesse et en tant qu'humain, en général, on rebondit assez bien sur des problématiques de ce type-là. Donc, en conclusion, si vous avez un projet de ce type-là, je dirais de se lancer avec la bonne réflexion et de ne pas avoir peur. Et donc, c'est tout pour moi et je pense qu'on a encore un petit peu le temps de se poser quelques questions. Oui, merci beaucoup Brian et merci beaucoup aux deux Olivier pour la qualité de votre intervention. L'idée c'est de finir, on a une dizaine de minutes, enfin même un petit peu moins maintenant, sur différentes questions qu'on a collectées et du coup qu'on va adresser alors principalement à Olivier Courtin côté Bomédical pour qu'il nous fasse un peu son feedback. Donc première question pour toi Olivier, question qu'on a collectée, c'est comment augmenter aujourd'hui son marché adressable total quand on est déjà leader? C'est une bonne question. Alors, on a effectivement, nous, la chance, de par notre positionnement, d'avoir plusieurs axes aujourd'hui pour réaliser notre ambition. Tout à l'heure, je parlais de croissance endogène, de croissance exogène. On a déjà une croissance endogène sur notre marché. Et j'ai envie de dire que la crise sanitaire, elle nous a montré plusieurs facettes de notre système hospitalier. Au-delà du manque récurrent de moyens et de l'engagement total de ces personnels qu'on a pu voir pendant la crise sanitaire, cette dernière, elle a surtout aussi montré la suradministration et la sous-informatisation des process hospitaliers. Pour vous donner un chiffre, il y a moins d'un lit de réa aujourd'hui en France sur 2 qui est aujourd'hui informatisé au sein des centres hospitaliers ou d'établissements privés.
Donc, c'est dire le potentiel, en tout cas, d'informatisation, des centres qui est devant nous, alors même que voilà, des structures comme Bomédical existent maintenant depuis 20 ans. Et donc, on a effectivement sur ce marché la chance, si on peut dire, d'avoir effectivement des ressorts et un potentiel assez important. La croissance exogène, là aussi, qui passe aussi par de la conquête. Je parlais tout à l'heure de conquête à l'international avec notre partenaire Dräger. Je parlais aussi de croissance externe, Bomédical. Dans le monde du logiciel, on sait tous, hein, même si on est dans des métiers différents, l'un des enjeux, effectivement, est de grossir, effectivement, en termes de taille. Et quand on n'est pas présent sur certaines problématiques logicielles de son marché, eh ben, on a deux stratégies. Soit effectivement, on part sur une stratégie de développement, mais qui peut prendre du temps. Et une fois qu'on a développé, il faut partir sur des stratégies de conquête sur le marché, pénétrer ce dernier, acquérir une part de marché suffisante. Ou la deuxième stratégie est d'être effectivement peut-être un peu plus malin et de regarder ce qui existe sur le marché et de voir effectivement s'il n'y a pas des opportunités d'acquisition qui permettent de compléter effectivement une brique logicielle et donc dans notre cas effectivement de trouver effectivement les briques qui nous manquent sur le parcours de soins critiques. C'est ce qu'on a fait notamment assez récemment avec des acquisitions externes et je dirais la volonté effectivement de se déployer sur d'autres briques logicielles autour du parcours de soins critiques est vraiment un élément clé pour nous, pour effectivement aller capter de la valeur, aller capter de la croissance. Et puis c'est aussi pour nous, et c'est pas neutre, c'est aussi une opportunité d'apporter aussi des réponses à certaines typologies de clients qui sont beaucoup plus sensibles à l'économie de l'abonnement. Le métier de Bomédical, historiquement, vous vous doutez bien, depuis maintenant plus de 20 ans, c'était plutôt effectivement de vendre des clients lourds auprès de ses clients. Mais on a certaines typologies aujourd'hui de clients sur ce marché qui sont beaucoup plus effectivement sensibles aux produits de l'économie de l'abonnement. Et c'est aussi un marché qu'on ne peut pas non plus exclure, je dirais, dans le cadre, je dirais, de notre développement et de notre conquête. Donc effectivement, on peut effectivement trouver effectivement des opportunités assez intéressantes dans le cadre de notre marché. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. J'enchaîne parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être une deuxième question. Avec un peu de recul, et je rebondis sur la partie de Brian notamment, selon toi, faut-il un certain niveau de maturité pour se lancer dans une transformation digitale de ce type autour de l'abonnement ? Alors, je te dirais que finalement, pour moi, la maturité, elle apparaît au fil du projet et elle grandit avec les échanges qu'on peut avoir avec l'éditeur et l'intégrateur. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, et Brian l'expliquait bien, de par tous les workshops qu'on a pu avoir, toutes les méthodos qui ont pu être mis en place, on s'aperçoit effectivement, même si en amont, on a quand même fait un peu de travail chez Bomédical en essayant de poser naturellement une architecture cible et un cahier des charges pour répondre à nos besoins, comme je le disais dans mes slides tout à l'heure. On a essayé de poser nos besoins actuels et puis en essayant de se projeter, en essayant de se dire, voilà, Bomédical, dans 4-5 ans, ça peut être ça. Donc, il faut effectivement avoir une architecture qui permette justement de supporter la croissance qui va être forte de Bomédical. Et donc, effectivement, l'intérêt, effectivement, c'est que dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir, ça a permis vraiment de lotisser le projet. J'aime bien cette approche pour éviter le tout de suite, qui est une erreur qu'on peut avoir justement dans ce type de projet et qui peut faire capoter les projets et générer partout des frustrations. Et finalement, l'approche qu'on a eue avec EasyFront, je vais reprendre cette image de pyramide de Maslow que tout le monde connaît et qui nous a vraiment permis de hiérarchiser nos besoins en posant vraiment en socle de base la réponse à c'est quoi nos besoins prioritaires dans le cadre de ce projet. Qu'est-ce qu'on veut faire en urgence sur ce projet pour répondre au process Code to Cash au sein de Bomédical. Après, on n'a pas exclu d'autres éléments, on a posé aussi d'autres éléments en points secondaires à traiter, mais qui n'étaient pas l'urgence pour Bomédical pour répondre déjà à ses premiers besoins prioritaires. Mais ce qui a permis, et ce qui était la force aussi du projet, de pouvoir déjà identifier au moment, je dirais, des premiers brainstorming que nous avons pu avoir, de dégager les sujets prioritaires à traiter, mais aussi de se projeter à 1 an, à 2 ans, avec d'autres sujets à traiter et qui vont venir aussi apporter de la valeur et venir se greffer. Tout à l'heure, Brian parlait de passerelles de paiement. C'est quelque chose aujourd'hui que nous n'avons pas encore fait chez Bomédical, qui est un sujet sur lequel nous allons travailler un moment ou un autre.
les problématiques de signature électronique de documents sont aussi des problématiques, là aussi, avec des interfaces qui permettent, là aussi, de répondre à ces problématiques sur lesquelles nous allons très probablement travailler dans le courant de l'année 2021. Donc, il ne faut pas se tromper et vouloir faire tout de suite. Je pense qu'on peut l'avoir effectivement dans un schéma cible à terme, mais avoir effectivement, et je pense que l'intégrateur joue aussi son rôle là-dessus, je dirais cette grande qualité, voilà, de permettre effectivement, dans le cadre des échanges, de relotisser la démarche et vraiment d'adopter cette pyramide de Maslow dans le cadre de la définition et du déploiement du projet. D'accord, ok, merci pour cette réponse. Donc en fait, on est vraiment dans une logique de co-construction à chaque fois. Et c'est Exactement. Peut-être une dernière question pour la minute qui nous reste, et on finira peut-être avec ça. C'est une question forcément d'actualité, mais qui a de l'impact, et je crois que ça a un impact aussi pour toi. C'est quid du Covid? Quels ont été les impacts du coup chez Beau Médical? Alors, plusieurs impacts. Alors effectivement, nous, on a la chance d'avoir un modèle qui a été assez résilient de par notre modèle économique. Mais l'impact, effectivement, le premier impact que nous avons eu de par notre activité, ça a été de comment apporter une réponse auprès de nos clients, clients publics et clients privés, dans le cadre de cette crise sanitaire. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait moins d'un lit sur 2 qui était informatisé en réanimation aujourd'hui en France. Donc la réponse la plus urgente que nous avons apportée vis-à-vis de nos clients a été de mettre à disposition des licences gratuites auprès de ces derniers pour pouvoir en tout cas leur permettre, avec naturellement un protocole un peu plus dégradé en termes de paramétrage, mais de pouvoir informatiser des lits de façon à pouvoir monitorer tout simplement les patients en soins intensifs, où on a effectivement du monitoring qui peut aller, j'irais sur des soins de réa de base, où on est sur du monitoring pur, jusqu'à malheureusement de l'intubation et donc là la mise en place d'une machine qui aide effectivement le patient et qui aide le patient à respirer. Donc on a effectivement répondu à ces besoins vis-à-vis de nos clients, qui étaient pour nous prioritaires, et notre contribution finalement à essayer d'amortir, si on peut prendre ce terme-là, l'impact de la crise sanitaire au sein des centres hospitaliers, et d'aider en tout cas et de faciliter le travail des personnels des établissements de soins. D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour tes réponses, Olivier. Merci à Olivier Busnot aussi et à Brian pour la qualité de votre intervention. On a dépassé un tout petit peu de nos 45 minutes, mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu, ou du moins qu'on vous a éclairé le plus possible sur cette problématique. Si vous voulez revoir le webinaire, voilà, vous pouvez déjà nous retrouver sur les réseaux et on partagera du coup l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et du coup, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous.